L'intelligence artificielle est en train de reconstruire un nouvel ordre mondial. Assez flippant comme intro. Bougez pas, il y aura des trucs beaucoup plus joyeux aussi, mais j'ai envie dans cette revue d'actu aujourd'hui sur Renaud Décode, cette revue d'actu du joyeux vendredi 23 janvier 2026, d'attaquer cette revue d'actu sous l'angle de ce qui a pu se dire à Davos. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Mettez votre ceinture et vos bretelles parce qu'on va vous faire réfléchir avec les actus à la une aujourd'hui. Oui, ça parle de web, d'IA, de digital et de tech. Oui, c'est sur Renaud Décode. Oui, c'est retrouvable en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Également sur YouTube et sur le site renaud-décode.fr. Alors, c'est quoi ces actus, Renaud? Eh bien, c'est tout de suite, c'est maintenant avec la première qui concerne ce qu'a dit Dario Amodei, le patron de Anthropic, lors du sommet de Davos. Il a été beaucoup question d'intelligence artificielle à Davos, je vous explique tout. Anthropic, Davos et la nouvelle fracture de l'intelligence artificielle mondiale. Ça vous va comme titre? Ouais, c'est pas mal. Alors, les amis, les grands médias en ligne ont beaucoup parlé de Davos, donc le forum économique mondial qui a réuni plein de monde avec les États-Unis en force notamment. Et les médias parlent de Davos, à juste titre, je ne critique personne là-dessus, sur toutes les tensions géostratégiques, géopolitiques qu'il y a en ce moment. Bon, moi je voulais aborder en fait le sujet qui a vraiment fait énormément parler à Davos, qui était le sujet à la une quasiment partout dans tous les échanges. C'était pas les trucs de tel ou tel patron d'un État qui veut en choper un autre. Non, c'était l'intelligence artificielle. Et je voudrais reprendre avec vous ce qu'a pu dire Dario Amodei, le patron de Anthropic, qui est une boîte qui a une vision assez... comment on va dire ça, assez intelligente, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, assez IA au service de l'humain, au service de l'intellect, de la sagesse humaine, de la morale humaine. Attendez, j'ai pas dit que c'était bien, mais en tout cas, je voulais vous relayer ce qu'il a dit parce que ça résume un petit peu tout ce qui a pu être dit à Davos au sujet de l'intelligence artificielle. Alors on y va, là-dessus, avec bien sûr plein de sorties d'à peu près tout le monde, que ce soit l'Europe, les États-Unis, les autres, les acteurs privés, les acteurs étatiques, c'est ça aussi, c'est qu'il y avait un petit peu de tout, les investisseurs, etc., etc. En gros, tout le monde a dit que le levier de croissance de l'IA, bien sûr, il est extraordinaire, que l'impact sur l'emploi, bien sûr, il est grave flippant. Il est aussi, certains ont fait des sorties sur le fait que l'IA allait créer beaucoup d'emplois et c'était cool. D'autres ont fait des sorties en disant, nous, on va même ne plus avoir recours à l'immigration, puisqu'en fait, avec l'IA et la robotique, on a des ressources internes qu'on va développer dans les métiers intellectuels, dans les métiers manuels, etc. Bref, vous voyez l'impact sur la géopolitique, la géostratégie, la société, sur l'emploi. Oui, l'IA est une dinguerie et tout le monde a parlé de tout ça à Davos avec des discours parfois un petit peu dissonants. Ceux qui se disent il faut absolument limiter parce que regardez l'impact on sait pas gérer, d'autres qui disent nous on sait gérer l'impact donc on y va à bloc et débrouillez-vous si vous êtes pas dans vos bottes parce que nous on prendra le dessus. Bref, l'IA comme enjeu géostratégique, comme enjeu de pouvoir absolument majeur. Et on a donc Anthropic qui a fait une étude. Alors, il faudrait que je vous mette le lien. Je vous mettrai le lien là pendant le live juste après. Et j'essaierai de vous mettre le lien en vidéo si vous avez envie de découvrir ça. Puisque Anthropic a sorti une étude. Alors, elle est très complète. Il faut un petit peu de temps pour la lire. Et puis pour la comprendre aussi, pour l'éplucher, comme on dit. Donc Anthropic en a profité quelques jours avant Davos pour sortir une grosse étude sur l'adoption de Claude, en l'occurrence. Ils n'ont pas fait des études sur les autres, ils ne savent pas, mais au moins sur eux, pour savoir quels étaient les différents usages en fonction de tout un tas de critères. Et c'est extrêmement instructif, et ça doit vous faire réfléchir. Alors pour faire court, et puis je vous laisserai vos réflexions internes, bien, pas bien, bonne chose, pas bonne chose, le monde va par là, etc., etc. Je le laisse dans votre esprit et vous me le partagez en commentaire. Moi, je vous dis factuellement ce qui ressort, quelques-uns des points importants qui ressortent dans cette étude. La première, c'est qu'il y a une gigantesque différence d'adoption de Claude, de l'IA, on va dire ça, de l'IA. Eux, c'est sur les données de Claude, mais globalement, c'est de l'IA, très inégale en fonction des pays. Très clairement, en fonction de la richesse du pays, en gros le PIB par habitant, et la structure de l'économie, l'impact de l'IA ou l'adoption de l'IA est très différente. En clair, on se rend compte que toutes les économies qui sont vachement basées sur tout ce qui est boulot intellectuel,
notre économie à nous, en France, hein, c'est le cas, tout ce qui est knowledge work, en fait, et on surutilise l'intelligence artificielle. Alors que dans d'autres pays où c'est pas le cas, en termes de construction de l'économie ou de PIB par habitant, en fait, c'est beaucoup moins adopté l'intelligence artificielle. Alors vous pouvez me dire, c'est parce que du coup c'est pas le besoin premier pour eux et pour leur économie, etc., etc. Mais là, la conséquence de ça, c'est qu'en fait ça creuse grave les inégalités entre pays. Vous me suivez ? Ceux qui l'adoptent encore plus, du coup ont encore plus de knowledge, encore plus d'activité et encore une économie encore plus avancée, alors que ceux qui n'ont pas cette richesse, en fait ils adoptent pas l'IA, donc ils évoluent pas vers les autres, donc le fossé se creuse. En gros, on le sait que sur la planète, en ce moment, au niveau géostratégique, c'est un peu la merde. Pardon d'avoir dit un gros mot, j'espère que je vais pas me faire démonétiser pour ça, mais il faut dire les mots parfois. Et Anthropic nous explique que visiblement, ça va être pire après. Ça vous réjouit ? Mais je suis là pour vous donner du baume au cœur, je suis là pour ça. Ensuite, on a l'indice AUI. Alors l'indice AUI, c'est une invention d'Anthropic qui invente plein de trucs, etc. AI Usage Index. En fait, ils ont construit un index de l'utilisation de l'IA. En fonction, il est assez compliqué, en fonction de la population active, sur la population active, le degré d'utilisation, pourquoi ça l'utilise l'IA ou pas machin, ils ont fait un index. Quand t'as 1, t'es dans la moyenne, voilà. Quand t'as plus, tu surutilises. Quand t'as moins, tu sous-utilises. Bon, clairement, on se rend compte que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, certains pays européens, dont nous, on est au-dessus de 1, alors que les pays du Sud, etc., ils sont en dessous de 1. Donc ça dénote le fossé qui se creuse entre les pays. Fossé qui n'est pas le même. Et ça, c'est très intéressant aussi. Je le confie à votre sagacité. C'est pas la même donne au niveau des gens. Là, je vous ai parlé des États, des nations, de cette rupture d'ordre mondial qui se passe, avec des luttes de pouvoir derrière, de pouvoir économique, de pouvoir politique. En plus, tu fabriques ton IA, donc elle a des idées politiques qu'elle donne à d'autres. J'y reviendrai dans une autre actu, vous allez voir tout ça. Bref, ça c'est au niveau des États, mais au niveau individuel, on se rend compte d'un truc qui me semble très intéressant, et là on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on se dit, les nations vont faire scission, le fossé se creuse, ou est-ce que, à titre individuel, on se rend compte, dans ces mêmes études d'Anthropic, que les humains sur la planète, ils ont aussi une différence d'utilisation des IA. Et cette différence, je l'ai trouvée assez inspirante. Encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je le confie à votre sagacité. En gros, dans les pays à fort revenu, voilà, et à boulot intellectuel, on se rend compte que les gens utilisent beaucoup l'intelligence artificielle et de plus en plus pour automatiser ce qu'ils font déjà, pour que l'IA fasse à leur place, pour que la réflexion soit faite par l'IA plutôt que, pour que la lecture soit résumée par l'IA. Ça, c'est les pays riches, nous. Ce qui veut dire qu'on prend le chemin du déclin cognitif. Vous voyez ? Cognitivement, intellectuellement, on lit plus vraiment les bouquins, on fait pas vraiment les choses, on se donne moins de mal, on automatise, etc. L'humain dans ces pays-là, il baisse de niveau au sens cognitif. Alors que dans les pays moins riches, ceux dont on parlait tout à l'heure qu'adoptent moins, l'usage individuel de l'intelligence artificielle se fait plus sur le challenge de ses idées, sur l'apprentissage de nouvelles compétences, sur l'accompagnement à l'apprentissage de nouveaux savoirs, sur le fait d'apprendre de nouvelles langues, de nouvelles choses, etc. Bref, les pays émergents, les gens, ça prend du retard, mais les gens, eux, ils prennent de la hauteur cognitive, ils en profitent de l'IA pour apprendre des trucs. Donc en fait, on a les États qui se séparent et les peuples qui cognitivement, les gens, individus, qui cognitivement se rapprochent. Certains deviennent un petit peu plus nouilles et d'autres deviennent un peu plus intelligents par rapport à l'IA. Je confie ça à votre sagacité parce que ça me semble totalement inspirant sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Bon, plein d'écarts un petit peu partout. Bien sûr, ils ont fait des analyses que vous pourrez aller regarder dans le document, mais je ne fais pas plus long que ça. Assez intéressant de voir que dans les pays évolués ou riches parmi nous, on se rend compte que notre utilisation de l'IA, elle commence là, à partir du second semestre 2025, c'est assez récent, on commence à utiliser l'IA un peu moins pour faire à notre place, et peut-être un peu plus pour se challenger, pour faire avec, en coproduction, un peu plus. Peut-être qu'on a un petit réveil cognitif, parce qu'on commence à se dire, ouais, si je laisse tout faire à l'IA, je vais devenir complètement con. Peut-être ils nous disent que depuis second semestre 2025, c'est en train d'évoluer.
la courbe se change. C'est pas flagrant non plus. Bref, c'est ce qu'a dit Anthropic sur tout ça. Ils ont dit à Davos en disant les amis, on a un vrai risque de l'IA. Alors bien sûr, nous, on est Anthropic, on fabrique une IA, on la veut intelligente, on la veut sage, etc., etc., etc. Mais attention, on est en train, malgré nous, de creuser des divergences entre pays, de creuser des fossés entre les peuples, d'alimenter des futurs pouvoirs politiques, voire des futurs pouvoirs moraux. C'est pas nous on fait que l'outil, mais en fonction des peuples et des individus, le nouvel ordre mondial va s'installer et on ne sait pas de quoi il sera fait. Ça a fait flipper tout le monde dans l'assistance, et c'est vrai que quand on entend les différents discours à Davos sur l'IA, on voit qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent. À vous de me dire ce que vous en pensez de tout ça. C'est un peu un sujet profond aujourd'hui à la une de la revue d'actu, mais je voulais vraiment l'aborder parce qu'il faut qu'on se pose ce genre de questions. Oui, on a l'IA de tous les jours et on va en parler juste après de plein de choses, de plein de petites dingueries fonctionnelles, mais on peut aussi se demander si globalement pour l'humanité c'est bien ou pas bien. Ah, on a un rôle moral finalement. Et bien justement, encore une fois, nouvelle information, nouvelle actu à venir juste après, Anthropic sur le rôle moral de l'intelligence artificielle. On creuse encore un petit peu dans l'actualité suivante. Restez avec moi, ceinture bien accrochée, dossier, le dos dans le dossier de la chaise, et suivez-moi sur la prochaine actu sur la moralité de l'intelligence artificielle. Oui, c'est dossier philo aujourd'hui sur Renaud Décode, pourquoi pas? Donc avec Anthropic, qui vient, donc Anthropic, créateur de l'intelligence artificielle, des modèles d'intelligence artificielle Claude. Anthropic vient de sortir, accrochez-vous bien, je vais vous montrer ça en même temps que je vous le dis, voilà, un joli petit logo à la Anthropic comme d'habitude, la nouvelle constitution de Claude. Je vous laisse déjà digérer ce truc. La nouvelle constitution de Claude. Claude, c'est une intelligence artificielle. Une constitution, qu'est-ce que ça évoque chez vous? La constitution des États-Unis d'Amérique, la constitution, voilà, vous voyez tout ça. Constitution au sens comment on doit vivre en société dans un pays. Et bien en fait, c'est la même chose que vient de définir Anthropic pour, non pas un pays, non pas pour des utilisateurs, mais pour Claude globalement. Comme si l'IA devenait une nouvelle puissance d'ordre social, voire de morale. Je vous explique un petit peu ce truc-là. C'est un cadre, effectivement. Alors sur la page, j'essaierai de vous la mettre en lien également. Vous avez la présentation de ce qu'est cette nouvelle constitution de Claude. Et puis, si vous allez cliquer sur le petit bouton ici, vous allez avoir un document de plus de 20 000 mots. Hein. C'est assez dense et c'est très complet, très structuré. Voilà, qui écrit la constitution autour de Claude. Alors je dis bien la constitution autour de Claude parce que c'est pas juste voilà ce qu'on demande à Claude de faire, ce serait trop facile. Non, c'est une constitution globale. On a envie de penser que c'est un peu comment devrait fonctionner l'humanité aux côtés de l'intelligence artificielle ou inversement. Pour la faire très simple avec vous, vous verrez si vous vous intéressez à ce document que dans cette constitution de Claude, on différencie les différentes strates et les différents utilisateurs de l'IA. On a d'abord ce qu'ils appellent les principles. Les principles, c'est Anthropic lui-même, l'entreprise qui crée le truc, et l'humanité dans son ensemble. Vous voyez, c'est tout le monde. Voilà, le monde, nous tous. Bon, la planète, les humains, la direction de Claude, etc. Donc on a un groupe, c'est l'humanité, on va dire ça comme ça. Je caricature, mais c'est un peu ça. Ensuite, on a un autre groupe qui s'appelle les opérateurs, les operators. Les operators, c'est ceux qui intègrent l'IA pour faire des produits, des workflows, des logiciels, etc., etc. Et puis, on a les users. Les users, c'est nous, hein, c'est des utilisateurs de Claude ou de l'intelligence artificielle. Et on a un autre groupe qui sont les authorities, voilà, ceux qui mettent les lois, les gouvernements, la législation, les règles de sécurité, l'Europe, la France, etc., etc., etc. Vous voyez, ils ont plusieurs groupes comme ça. Et dans cette constitution, vous verrez qu'en fait, ils définissent l'IA par rapport à la moralité qu'on doit avoir en rapport avec tout ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En gros, on a des cas où ils nous disent, en fait, l'entreprise Claude, elle voudrait que ce soit ça pour qu'on gagne du pognon, ce que va répondre Claude à une question, mais en fait les autorités, ils ont telle loi qui nous dit que c'est pas comme ça qu'il faut répondre, mais en fait les principes moraux de l'humanité disent que Claude va quand même le faire, même si c'est en désaccord avec les autorités, et même si c'est en désaccord avec Claude, avec Anthropic lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? On définit une constitution, une morale de l'intelligence artificielle Claude. Alors c'est banger ce truc, moi ça me fait halluciner, ça nous fait réfléchir, j'imagine
j'imagine vous aussi, vous me direz en commentaire, on peut se dire, mais c'est dingue, on se retrouve avec maintenant l'humanité et l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, on lui définit un comportement, une morale qui fait comme il veut, entre les lois, ce qui est bon ou pas pour l'humanité, on va lui dire ce qui est bon ou pas. C'est encore nous qui lui disons c'est bon ou pas, c'est pas lui qui décide, c'est pas encore Skynet Terminator, mais quand même, on a une sorte de organisme sur cette planète qui est l'IA, qui est en train d'avoir sa propre constitution et sa définition du bien de l'humanité, etc., etc. C'est absolument dystopique, on n'en veut pas, ou au contraire, on peut se dire, c'est Anthropic, ils font une constitution de l'IA pour dire, et bon, il y a tout le détail ensuite dans ce document que vous verrez là, voilà, en fonction de ce qu'on lui demande, eh bien, il va prendre des positions, des postures mues par sa constitution et donc par sa morale. Voilà, si on veut faire de l'apprentissage, il a pour mission de nous apprendre des trucs. Oui, mais si c'est des trucs dangereux, pas vraiment, mais pas parce qu'il y a des lois, parce que pour l'humanité, ce serait pas bien. Par contre, si tu veux apprendre à faire un truc dangereux, mais que c'est pour faire une expérimentation pour le rendre moins dangereux, j'accepte. Alors qu'il y a la loi ou Anthropic qui a dit non, faut pas parler de ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en train de définir une constitution de l'intelligence artificielle qui va être quelque chose de réel, et je termine là-dessus. C'est pas juste un document qu'Anthropic a pondu en disant nous, on voit les choses comme ça. Non. Ce sont réellement des règles qui vont, nous disent-ils, être appliquées directement aux futurs modèles d'IA d'Anthropic, donc les futurs Claude, et ceux actuellement aussi aujourd'hui. Dans le tri des données d'entraînement, ils vont faire jouer cette constitution, ne prend pas ces données-là, pour telle et telle raison, plus ou moins éthique ou morale, et prend plutôt ces données-là. Ils vont construire leur IA, et dans le réentraînement, vous savez, dans l'apprentissage renforcé, dans la construction réelle de l'IA telle qu'elle va vous répondre en fonction de ce que vous lui demandez, on va aussi tenir compte de cette constitution. Voilà, telle chose, faudra pas répondre, telle chose, faudra engueuler le gars, telle chose, faudra l'encourager à le faire, telle chose, machin. Bref, on est en train de définir une identité nouvelle sur cette planète. C'est plus seulement un outil, l'intelligence artificielle. Quand on regarde ça, c'est un compagnon de vie à titre individuel, au titre social, sociétal, des nations, voire de la planète. Je vous laisse avec ça, mais c'est sorti du coup quelques temps autour de Davos, et ça nous raconte peut-être le futur de l'humanité aux côtés de l'intelligence artificielle. Voilà pour le gros sujet du jour. Allez, je vous ai fait 2 énormes sujets très profonds et beaucoup de réflexions là-dedans. Revenons un petit peu sur Terre, les amis, avec des petites dingueries. Encore une fois, des réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Mais aussi de l'intelligence artificielle, bien sûr, les amis. Parlons des deux à la fois, puisque c'est Google qui nous sort un super truc sur YouTube. Enfin, j'ai dit un super truc, je suis peut-être allé un petit peu vite. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, c'est vous qui faites l'adoption ou pas des futurs outils IA qui sortent. Ouais, c'est comme ça, il suffit qu'on les achète pour que ça marche et qu'on les achète pas pour que ça se vende plus. Bravo. Donc YouTube vient de nous sortir un truc qui est un petit peu dissonant et que je vous explique. YouTube va sortir pour les shorts, vous voyez les formats verticaux sur YouTube, vous connaissez ça par cœur, un ensemble de fonctionnalités qui va vous permettre, au niveau de votre chaîne, si vous êtes un créateur de contenu sur YouTube ou si vous le devenez, au niveau de votre chaîne, sur toute votre chaîne et uniquement votre chaîne, de créer un avatar de vous avec l'intelligence artificielle, avec votre voix, avec votre tronche, avec votre décor, avec ce que vous voulez, etc. Bien sûr, tout ça avec l'intelligence artificielle. Et vous allez pouvoir créer des shorts pour l'instant, pas des formats horizontaux, mais des formats verticaux, courts, voilà, avec cet avatar dedans. Alors je sais, ça va vous poser plein de questions. Certains d'entre vous vont se dire, c'est pas exactement ce qu'avait fait Sora de OpenAI, avec à la fois une IA générative de vidéos et aussi un réseau social Sora où on avait la possibilité de faire son avatar, voire d'utiliser les avatars des autres. On n'entend plus trop parler de cette histoire. Si, c'est un peu ça, mais là c'est pour YouTube Shorts. Donc là, c'est hyper connu, c'est hyper moteur, c'est super utilisé. Eh bien, YouTube nous dit, on y va franco. Alors, c'est marrant parce que récemment, YouTube nous a aussi dit, l'IA, on va se calmer 2 minutes. Oui, là, en même temps, ils nous disent, l'IA, on va pas se calmer 2 minutes, on y va à bloc. Chacun va pouvoir créer son avatar et du coup sortir plein de vidéos shorts. Mais il n'y a même plus besoin de les enregistrer, de les tourner. Il suffit de refiler le petit texte à son avatar et boum, on a une vidéo. Et boum, une autre, et boum, une autre, et boum, une autre. Vous voyez la douille ? Eh oui, la douille, c'est de se dire, en fait, tout le monde va faire du slop, tout le monde va faire des trucs nuls, sans aucun intérêt, qui vont être pareils que ce qu'ils ont déjà fait. Ils vont le refaire 20 fois. Puis leurs copains, ils vont faire 20 fois le même avec leur propre avatar. Même si, ok, les avatars, c'est sur ma chaîne, c'est sécurisé, il n'y aura pas de fuite. Bon, non, YouTube nous dit non, ce sera pas comme ça.
On va vous donner des super pouvoirs avec ces fameux avatars dans les shorts utilisables au niveau de votre chaîne. Vous allez pouvoir produire en max. Et en même temps, on va durcir le ton, mais vraiment énormément, nous dit YouTube, sur tout ce qui est qualité de publication. Dès que ce sera de la copie, dès que ce sera répétitif, dès que ce sera même trop clickbait, non, là vous faites un petit peu trop appel au cerveau limbique des gens, c'est un petit peu nounouille. Voilà, pas juste si c'est avec de l'IA, je le diffuse pas, si c'est sans IA, je le diffuse. Non, vous faites avec l'IA, ce sera parfait au niveau de vos avatars, on ne reconnaîtra plus si c'est vraiment vous ou pas vraiment vous. Par contre, les milliards de trucs que vous allez produire, nous, en fait, on va mettre en avant que les milliards de trucs produits ou pas avec l'IA, qui vont raconter un vrai truc, qui vont être un vrai plus pour les gens qui vont en regarder. Donc, on est sur la double mesure en recherche d'un point d'équilibre sur YouTube. C'est a priori un peu aussi ce que font les confrères et concurrents. Hein. Sur TikTok, c'est un petit peu la même chose, mais YouTube veut prendre les devants là-dessus. Oui, vous allez pouvoir faire des tas de dingueries et avec un avatar totalement automatisé. Et oui aussi, on va lutter contre le spam, les trucs IA bas de gamme, la qualité un petit peu naze. Et donc, voilà, vous allez pouvoir faire plein de trucs et YouTube fera le tri après. On peut se dire que tout va être du coup concentré dans YouTube. Donc dans Google, donc le géant interplanétaire de tous ces domaines-là. On peut aussi se dire que maintenant, n'importe quel créateur va pouvoir produire des tas de choses et ouf, il va pas inonder tout le monde puisque ce sera trié à la fin. Ouais, c'est YouTube qui va décider de qui dit des choses bien et qui dit des choses qui méritent pas qu'on les écoute. C'est le principe des algorithmes et des réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous en pensez de ces dingueries qui vont arriver là, dans les semaines qui viennent, les semaines, mois qui viennent, le temps que ça arrive aussi en France, dans tous les nouveaux outils de Creator Studio, de YouTube Studio, YouTube Create, ça s'appelle comme ça cette partie-là, avec du montage IA, avec des coupes IA, etc., etc. Vous nous dites ce que vous en pensez et on va guetter la sortie de tout ça qu'on testera bien sûr sur Renaud Décode, évidemment. Google, j'allais dire Gemini, mais maintenant je les confonds. Non, Gemini, c'est l'intelligence artificielle et Google, c'est la boîte qui est au-dessus. Voilà. Gemini nous sort deux petites dingueries dont je voulais vous parler ici dans la revue d'actu de Renaud Décode, dont une qui arrive a priori dans très très peu de temps et qui est l'intégration de Gemini à Meet. Meet, pas la viande, Meet, M-E-M-2-E-T, le système de, visioconférence, voilà, vous l'avez, voilà, le truc de visio en ligne de Google. Donc Google Meet est en train de se doter, c'est déjà le cas en anglais aux États-Unis, et ça arrive en français avec quelques autres langues, mais pas énormément, et les Français sont dedans, va nous arriver Ask Gemini, demande à Gemini, dans Google Meet. Je vous explique, mais je pense que vous comprenez un petit peu la logique. C'est exactement ce qui va se passer. On pourra demander à Gemini, Ask Gemini, de nous dire des trucs pendant une réunion Google Meet. Alors super au boulot, super aussi, pourquoi pas ailleurs qu'au boulot, dans nos associations, dès qu'on a une visio à faire, etc. avec les collègues. Oh mais merde, j'ai loupé la visio, oh là là, j'ai 20 minutes de retard, vite, je suis le lien Google Meet, je vais sur la réunion. Ils sont tous en train de parler, j'ai loupé le début. C'est pas grave, Ask Gemini. Vous l'avez ? Donc Ask Gemini, c'est donc l'IA de Google, Gemini, qui va être branché à la réunion Google Meet elle-même et qui va offrir à chacun des participants la possibilité de discuter avec son Gemini à lui en tant que viewer participant à la visio. Voilà, c'est pas un Gemini global sur la visio, c'est chacun le sien. On va pouvoir demander à Gemini en disant « Hey Gemini, je suis super à la bourre ». Le patron l'a pas vu qu'on était à la bourre. La chance, etc. Le patron va pas lire ça. C'est que pour vous. C'est ce que nous explique le Ask Gemini de Google Meet. Et donc, on va lui dire, tu peux me résumer tout ce qui s'est dit avant que j'arrive ? Bien sûr, Renaud, il y a ça. Renaud, t'en penses quoi ? Eh bien, écoutez, moi, j'en pense par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ask Gemini m'a sauvé. Donc il va se baser sur de la traduction en temps réel de l'ensemble de la conversation en reconnaissant les voix des participants et du coup vous allez pouvoir vous interroger de votre côté votre Ask Gemini. Dis donc, il a dit ça Gérard tout à l'heure, il a pas dit l'inverse la semaine dernière ? Je sais plus. Si, il va savoir, puisque le Ask Gemini sera disponible d'abord pour les utilisateurs business et pro des offres Google. Donc en gros, si vous avez un Google Workspace où vous avez activé l'IA dedans, il y a une case à cocher, eh bien vous aurez ces fonctionnalités-là qui arrivent dans les 2-3 semaines là, qui viennent. Donc vous allez avoir ça, vous allez pouvoir tester, on testera aussi si vous avez envie sur Renaud Décode avec grand plaisir. Vous allez avoir ça, et dans Google Workspace, eh bien ce Ask Gemini de Meet, il va pouvoir aussi être branché à votre Google Doc,
à votre Drive, à vos Google Sheets, à vos etc., tout ce qui est dans le Drive, les slides, etc., et aussi à votre Gmail, voire, ça je suis moins sûr de ça, au Google Calendar, mais ça je ne l'ai pas vérifié. Donc en gros, ça pourra se connecter de plus en plus à l'écosystème Google. Donc vous aurez votre réunion en visio, votre Ask Gemini, qui va pouvoir vous répondre des trucs du genre, par rapport au document qu'a fait Gérard la semaine dernière, là il a dit tout l'inverse. D'ailleurs, je peux voir que dans ton agenda, tu as prévu de lui en parler dans 2 semaines, peut-être tu devrais lui en parler demain. Bref, votre assistant personnel de visio. Ça, c'est vachement bien, ou alors c'est Big Brother. Je vous laisse choisir, décider de savoir si cette innovation est un progrès ou pas. Il y a un deuxième truc qui, à mon avis, là, pour le coup, est moins touchy et beaucoup plus un progrès, et ça nous vient aussi de Gemini, mais là, sur sa forme classique, Gemini.com, auquel on a tous accès aujourd'hui. Tiens, je vais y aller d'ailleurs, pour vous montrer. Donc le petit Gemini, il vient de nous dire qu'en fait il avait une nouvelle fonctionnalité qui tourne autour du, alors je sais pas comment on dit en français, du SAT, comment ça s'appelle, le Scholastic école, Assessment Test, je vais la faire en français, je sais pas pourquoi je m'énerve, SAT, test d'évaluation scolaire. C'est un truc qu'on passe aux États-Unis. Voilà, pour tous ceux qui sortent du lycée, qui veulent rentrer à l'université, en fait, il y a énormément d'universités qui, dans le dossier scolaire, vous demandent un test SAT, S-A-T, voilà. Donc c'est un test, c'est pas le bac, c'est un test, un peu comme un test de langue, là c'est un test de connaissances à la fois sur tout ce qui est écriture, lecture, tout ce qui est maths, etc. Bref, toutes les compétences de base que les universités attendent quand tu postules chez eux. Bon, test SAT, c'est un truc américain, nous ça nous concerne moins, mais c'est pour vous dire la logique, parce qu'il y a peut-être des choses très intéressantes à en retirer. Cette fonctionnalité, j'aurais dû lancer le truc. Vous allez simplement dans Gemini et vous lui dites « Je veux passer un test SAT ». Je le fais en live avec vous, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, il nous pond un test SAT. Alors normalement, c'est fait dans des organismes, c'est organisé dans des écoles, il faut aller... ça, c'est un entraînement au test SAT, voilà, où vous allez pouvoir le faire directement dans Gemini. Alors vous voyez que ça peut être long, hein. Vous voyez, il nous a fait tout un programme, Reading and Writing 1, 2, il y en a pour 30 minutes, plus 2 fois 35 minutes pour la partie maths, etc., etc. C'est un vrai test SAT. Alors, c'est pas Gemini qui invente les questions du test, c'est des vrais tests tels qu'ils sont établis là-bas aux États-Unis. Et puis, Gemini va piocher dans différents trucs aléatoires pour vous faire les vraies questions du vrai test. Alors, certains disent, c'est la triche. Encore une fois, l'IA sert à tricher. Oui, parce que vous pouvez vous entraîner. Si vous avez Gemini, vous entraînez au test SAT, et puis du coup, vous avez un bon score, et du coup, vous rentrez à l'université grâce à l'intelligence artificielle. C'est pas bien, c'est de la triche. D'autres vont se dire, mais super, c'est clairement un exemple, et puis fait exprès, c'est développé exprès, ça réagit que quand vous lui demandez ça, mais on aura peut-être dans quelques mois l'équivalent pour le bac. Tiens, je voudrais bachoter mes cours d'histoire pour l'épreuve de bac. Très bien. Alors je vais prendre des annales du bac, des machins, et ce serait super, un assistant prof. Là, ça peut être génial de se dire, tiens, si je suis pas sûr de mon coup, si je suis un peu largué, je vais m'entraîner avec l'IA, et pas juste en lui posant des petites questions, non, en ayant, comme vous le voyez ici, un vrai formatage, comme on pourrait, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an et demi, réviser le bac en France, en se disant, attends, on va prendre des vrais annales du bac, on va prendre des vrais sujets, voilà comment il faut vraiment répondre, et je vais pas faire le travail à ta place, je vais t'apprendre à bien le faire toi-même. Ça nous permet de nous améliorer cognitivement. Voilà, je voulais laisser ça à votre sagacité aussi, parce que c'est un petit outil qui dit aussi beaucoup de la direction que prennent les IA pour nous accompagner, nous, dans notre apprentissage. Si vous êtes prof, vous êtes peut-être parfaitement fâché avec ça. Cette logique-là, SAT, vous faites peut-être pas ça tous les jours, c'est pour les États-Unis, mais cette logique-là, peut-être vous en voulez pas, et peut-être vous êtes prof et vous vous dites, super opportunité, mes gamins à qui j'enseigne, mais j'ai une classe de 30 élèves, ils vont pouvoir le soir, ceux qui sont à la ramasse, s'entraîner, faire des trucs et revenir plus fort, et je vais les accompagner, les encourager là-dedans. Et il y a 2 façons de voir, il y en a même un peu plus que ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Une petite news qui concerne encore une fois Google, décidément ils ne s'arrêtent pas ceux-là, qui viennent d'acquérir une société dont on a déjà parlé ici sur Renaud Décode qui s'appelle Hume. Hume, H-U-M-E. Je ne peux pas vous montrer le site parce qu'il fait ramer mon PC, je ne sais pas pourquoi, mais vous pourrez aller voir ce que c'est. Je crois que c'est Hume AI, H-U-M-E-A-I. Vous tapez ça et vous allez tomber dessus, vous allez très vite comprendre ce que c'est. Hume AI, c'est une boîte dont on a déjà parlé ici parce qu'ils sont super forts en IA de voix.
Ils ont fait des modèles d'IA vocale, donc eux c'est juste sur la voix qu'ils travaillent, hein. C'est pas sur le modèle IA tel qu'il répond derrière. Hume AI, il fait une synthèse vocale, c'est même pas une synthèse, c'est une vraie discussion, dialogue qu'on peut interrompre, etc. avec les IA, les systèmes IA de Hume AI, qui arrive à comprendre aussi vos intentions, vos émotions. Est-ce que là, vous êtes en train de vous taire parce que vous n'êtes pas sûr? Est-ce que là, vous avez une voix plutôt pincée parce que vous demandez un truc que vous n'avez pas le droit de faire? Est-ce que là, au contraire, vous êtes en train de gueuler? Voilà, il arrive à reconnaître ça et à caler sa voix générée par l'IA en fonction de tout ça. On travaille sur l'émotion dans la voix, sur la fluidité, sur la réactivité. Hein, on peut s'interrompre, etc. Sur la prosodie aussi. Vous voyez, le rythme, le fait qu'en fait, on ne dit pas le rythme, on dit le rythme. Voilà, ces petits mots, ces petits mangeages de mots, etc. dans différentes langues. Malheureusement, ils sont pas fait du français leur priorité, mais Hume AI, c'est à ça que ça sert. Et ben Hume AI vient d'être repris par Google. Alors repris en mode, on appelle ça le acqui-hire aux États-Unis. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. C'est le fait de pas réellement acquérir une entreprise en devenant actionnaire, en s'opposant aux réglementations qui disent tu serais pas en train d'être en position dominante et de truster le marché. Google, encore une fois, non. On fait une acquisition recrutement, une acquisition par recrutement. Du acqui-hire. Qu'est-ce ils ont fait Google? Ils ont dit à Hume AI, c'est super ce que vous faites, votre produit il est génial, vous savez quoi? Vous allez laisser un mec à la tête de Hume AI pour continuer à servir les produits que vous avez fait aux clients que vous avez déjà. Par contre, tous les tronches de Hume AI, notamment tous les patrons, tous les chercheurs, etc., on vous recrute chez Google et puis en même temps, on prend une licence non exclusive pour pas se faire rattraper par la patrouille de l'antitrust, une licence chez vous. Donc on va mixer nos technologies. Bref, c'est pas une acquisition, mais ça en est quasiment une quand même. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que Google va à bloc là-dessus. 2026 sera vraiment l'année de l'IA vocale et on ne reconnaîtra plus du tout une IA qui parle d'un humain qui parle. Google va aller à bloc là-dessus et pas en inventant, en recherchant aujourd'hui une solution pour la mettre en œuvre peut-être demain et en test, etc., etc. Non, Hume AI est déjà super fort et ça y est, toute la technologie et toutes les tronches sont intégrées à Gemini. Vous pouvez être sûr que le Gemini, dans pas longtemps, question de semaines et de mois, il va pouvoir avoir avec vous des conversations absolument dingues, ce qui va de nouveau propulser Gemini devant les OpenAI par exemple, qui a une super appli conversationnelle également. Gemini, je pense, va les surpasser très rapidement avec plein d'applications possibles. Voilà, imaginez des plateformes téléphoniques d'appel avec le Gemini mu par Hume AI qui comprend l'émotion, qui est capable de s'adapter mieux que n'importe quel humain. C'est un futur vers lequel on se dirige très rapidement puisque le acqui-hire vient d'être fait et ça va aller maintenant très vite. Un Gemini qui parle, qui va aussi bénéficier à Apple au passage, hein, puisque vous le savez, dans Siri, il y aura Gemini. Bon, j'y reviendrai, c'est l'actu suivante, puisque Apple aussi, c'est la petite actu tech un peu science-fictionnelle, vient de nous faire une annonce assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, on passe du coup à Apple pour la dernière news de cette revue. Oui, je sais, vous êtes toujours un petit peu pincé, et moi aussi, quand on parle d'intelligence artificielle et de Apple, puisque oui, Apple avait des promesses de ouf qu'il aurait pu tenir, mais pour une raison ou pour une autre, ou pour tout un faisceau de raisons, Apple a loupé le virage de l'IA. Pourtant, ils auraient pu être super originaux dans leur approche de l'IA, notamment avec le fameux Apple Intelligence. Mais pour ça, il faut il faut avoir tout un tas de capacités qu'Apple n'a pas réussi à choper. Et donc, Apple est à la ramasse sur le domaine de l'intelligence artificielle. Mais il ne lâche pas du tout l'affaire. Apple Intelligence existe, certes. Je vous ai appris il y a quelque temps que dans le cerveau du nouveau Siri 2, ce serait Gemini et pas une IA made in Apple totalement. Bon, du coup, Google est en train de manger Apple sur le terrain de l'intelligence artificielle, ou alors c'est Apple qui est très intelligent, qui laisse tomber le dos et qui le confie à Gemini pour prendre des sous et pas faire de dépenses. Non, parce qu'il rémunère Gemini qui est son concurrent, Google qui est Android, alors que iOS c'est quand même le camp d'en face. Bref, tout ça est un micmac dans lequel les géants du numérique américain sont tous hyper concurrents et aussi hyper partenaires, that's life. En tout cas, Apple, avec l'intelligence artificielle, veut quand même revenir dans la course, avec ses fondamentaux, mais elle a loupé le virage.
Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Parce que 2026, on sait vraiment comment ça va tourner. C'est en train de tourner à l'IA conversationnelle, à l'IA qu'on va utiliser sans écran. Hein, c'est le gros truc d'OpenAI qui nous promet un nouvel appareil pour fournir l'intelligence artificielle à chaque humain, mais qui ne sera pas un téléphone portable, qui ne sera pas un PC, qui n'aura pas un écran, qui sera un compagnon discret de nos vies à tous les jours. Apple, qui lui est un fabricant de matériel, de device absolument magnifique depuis à peu près, disons toujours, il s'est dit mais c'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça qu'on va revenir dans la course à l'intelligence artificielle. Et un faisceau de bruit qui court, tous dans le même sens, nous semble indiquer que effectivement en 2026 ou fin 2026, début 2027, Apple sortira son device intelligence artificielle à lui, qui serait, non c'est pas un stylo, non, bougez pas, qui serait un pins. Alors ça va nous faire penser à différents petits devices dont je vous ai parlé historiquement sur Renault Décode, parce que moi je pense qu'il y a un énorme enjeu à voir l'appareil qui va, comment on va dire, concrétiser l'IA à nos côtés tous les jours. Et moi je pense que l'appareil en question ne sera pas ni un téléphone ni un PC comme aujourd'hui, ce sera autre chose. Je vous en parle régulièrement, il y a OpenAI qui bosse à mort dessus. Pour eux, ce sera peut-être un petit poids qui se mettra derrière l'oreille de façon invisible, mais qui va pouvoir vous envoyer des sons en contact crânien, vous allez vous entendre que vous, et qui pourra peut-être un peu aussi entendre, comprendre, voire piger ce que vous êtes en train de faire, mais qui sera discret. Bon, il y a eu aussi des expérimentations par le passé, comme le Rabbit R1, qui a été un échec, mais auquel moi je croyais. Un petit device avec un écran très léger, une caméra pour que l'IA voit tout ce que vous faites, machin, mais que ce soit incarné. Il y a eu également le Human Pin, il y a quelques mois, années de ça, qui a été un échec, mais qui est un badge qui se mettait ici et qui permettait de projeter des choses sur votre main. Par exemple, vous mettiez votre main là et ça projetait des trucs. C'est une façon d'utiliser un écran sans avoir d'écran. Pareil, ça a été un flop. Eh ben, Apple nous dit que, il nous dit pas, mais il y a quand même, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, que eux, ils sortiraient leur pins. Alors, un méga pins, hein, les amis. Enfin, pas un méga pins en termes de taille. Vous n'allez pas vous retrouver avec une galette d'1,20 m sur votre revers, mais un petit pins qui va se mettre ici et dans lequel il y aura deux caméras. Une optique standard et une grand angle pour voir tout ce qui se passe autour de vous. Il y aura 3 micros pour capter ce que vous racontez, ce que racontent les autres, les bruits d'ambiance et tout le bastringue. Bref, beaucoup de capteurs pour capter l'environnement dans tous les domaines. Avec un bouton physique qui pourra nous dire aussi, est-ce que ton pins, je sais pas comment il s'appellera, AI pins, j'en sais pas, AI tag, j'en sais rien. Bref, est-ce qu'il est allumé ou est-ce qu'il n'est pas allumé? Parce que ça, c'est un vrai challenge. Est-ce que les gens vont accepter d'avoir un truc qui est au revers du mec avec qui vous discutez et qui on ne sait pas trop s'il est en train de vous filmer, de vous voir, de vous analyser ou de vous balancer des trucs, ou s'il n'y a pas à dire une bêtise, attention. Bon, faut pas que ça nuise aux relations humaines non plus. Donc on verra comment c'est fait, mais en tout cas, c'est une porte de sortie vers le haut qui est envisagée aujourd'hui par Apple, d'être le futur champion du device, de l'appareil du futur. Je sais pas ce que ce sera comme appareil, voilà. Mais eux, ils disent qu'un pins, ce serait pas mal. Ça permettrait d'être débranché, d'être accroché, d'être désaccroché, de ne pas être intrusif, de ne pas avoir d'écran, mais en même temps de voir tout si on a envie, etc. etc. Vous nous dites si pour vous c'est un truc d'avenir et que vous seriez acheteur de ce genre de truc, l'IA, non pas sur votre PC ou votre smartphone, mais au revers de votre petite veste. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça a l'air d'être le pari actuel. Ça peut changer à tout moment. C'est peut-être un test, cette fuite d'informations, pour voir ce que vous allez en dire. Bon, dites-nous du coup ce que vous en pensez. Pour, pas pour, on verra. Voilà pour cette revue d'actu. Je vous ai enclenché aujourd'hui sur des choses assez profondes, sur l'avenir du monde aux côtés de l'IA, sur les questions géopolitiques, de pouvoir, de richesse, d'économie, de fracture sociale, sociétale, mondiale, etc., etc., sur la moralité de l'IA, parce que je voulais vraiment faire un sujet là-dessus et que les différentes sorties sur Davos étaient dans cet horizon-là. Il est temps que l'humanité, et puis les peuples, et puis les nations, et puis la France, et puis l'Europe, et puis tout le monde, peut-être on se mette d'accord ensemble sur ce qu'on va vivre dans les années à venir, avec une IA qui n'arrête pas de progresser, la robotique qui arrive derrière et des bouleversements en cascade, ça, tout le monde le connaît bien, et des bouleversements qui vont vite, ça fait souvent des dégâts sociaux et sociétaux, et ça, pour l'humanité, c'est pas bon. Pour le business, c'est très bien. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, peut-être. Vous direz ce que vous en pensez, mais je voulais vraiment faire cette sortie avec vous, aussi pour vous donner le message suivant, c'est que la constitution de l'IA, ce serait peut-être
une communauté de nations, à l'humanité tout entière de décider tout ensemble ce que ça devrait être. Et c'est peut-être ça qui coince finalement. C'est peut-être pas l'IA, c'est peut-être l'humanité qui a du mal à se mettre d'accord. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais tout ça est très philosophique. Nous sommes peu de choses. Mais si, on est bien, surtout sur Renaud Décode, vous pouvez nous retrouver en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Ce sera avec plaisir et bonheur sur les réseaux Twitch, YouTube, TikTok, etc. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site web de l'émission renaud-décode.fr. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'avoir activé la petite cloche. C'est important, la petite cloche. C'est important. Comme ça, vous ne louperez rien des futures actus de l'intelligence artificielle, mais aussi du web, du digital et de la tech sur Renaud Décode.